On passe tout de suite à notre cas pratique et on va prendre l'exemple d'un deepfake de pirates qui utilisent un deepfake qui représente par exemple des dirigeants d'une entreprise pour prendre des informations sensibles ou faire un virement bancaire. Romain, je vais commencer avec vous pour voir quelles sont les actions à mettre en place, quels sont les premiers réflexes à avoir dans ce cas de figure. Comme tu le disais si bien, Stéphanie, le premier, c'est un peu de normaliser le doute, en fait. Si quelque chose paraît hors norme, en dehors du process, c'est de s'interroger sur la réalité de la personne qu'on a en face de nous et la normalité de la demande. Donc le premier sujet, c'est toujours être alerte, toujours se poser des questions. Derrière, ça va déclencher beaucoup de choses en termes d'action rapide. La première étape, en fait, et qui est peut-être la plus simple, c'est de passer par un canal parallèle pour vérifier et valider la pertinence et la légitimité de la demande. Donc ça peut être envoyer un email au supérieur, contacter la personne qui vous pose la question sur son téléphone ou sur les canaux traditionnels, type messagerie interne ou à nouveau email. Et derrière, le troisième point, très souvent, on a des process, quasiment toutes les entreprises à l'heure actuelle sont processées, que ce soit, alors quand on parle de deepfake, on parle souvent de demande de versement, donc c'est très souvent pour des prestataires. Vous allez très souvent avoir en interne une politique fournisseur et une politique de validation des demandes qui est instaurée. Donc c'est de retourner vers ce cadre et ou de demander pourquoi on n'est pas en train d'utiliser ce cadre en fait. D'accord. Il y a d'autres éléments qui permettent d'identifier un deepfake ? Oui, vous avez des signaux, vous avez ce qu'on appelle les signaux faibles en fait, donc des signaux techniques faibles. Donc ça va être tous ceux qu'on a pu voir sur les premières IA avec des lèvres qui bougent en décalage, une connexion qui est mauvaise. Je ne vais pas les lister, mais c'est un peu l'idée du fait que la communication est techniquement mauvaise. Le seul problème, c'est que l'IA s'améliore, c'est de plus en plus bon. Et derrière, on est tous des utilisateurs d'outils informatiques. L'informatique n'est pas parfaite, donc ça ne doit pas être le seul élément. Bien sûr. Donc reboucler, comme vous avez dit, essayer de voir, envoyer un mail ou un WhatsApp à un supérieur pour vraiment voir si la demande émane d'un dirigeant. Derrière, vous avez, à nouveau, il y a les signaux techniques, faibles techniques, et vous avez ce qu'on appelle les signaux contextuels. Donc, voir s'il y a des signaux contextuels faibles. Donc le dirigeant ou la personne qui va avoir une attitude qui n'est pas forcément celle qu'on peut attendre d'elle, mais surtout le non-respect du protocole. À nouveau, votre entreprise a mis en place un process de double validation des paiements. Il n'y a pas de raison, même si c'est le CEO, que lui passe en dehors du process. Et il n'y a théoriquement pas vraiment de raison que votre CEO vous appelle en direct dans 90% des cas. Comment on évite justement de tomber dans une crise opérationnelle ? En suivant tous les process qu'on est en train d'implémenter avec ces nouvelles régulations. Donc tout simplement, déjà en contactant son service informatique et ou compliance pour reboucler avec la politique qui a été mise en place. Derrière, très souvent, ce que ça va déclencher, c'est un post-mortem où on analyse ce qui se passe en fait et on voit quels sont les potentiels impacts. Derrière, forcément, ça va aussi déclencher des démarches de communication en interne. Si une personne a subi ce type d'attaque, ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, il y a eu un travail de pirate derrière. Ça s'est fait après une enquête, après la compréhension de comment fonctionnait l'entreprise. Oui, ça a été préparé, c'est pas venu comme ça. Voilà, et s'ils ont un profil d'une personne, ils ont probablement le profil d'une dizaine d'autres. Donc dans ce genre de cas de figure, c'est pas forcément notre culture à l'heure actuelle. C'est très important de communiquer en interne et de permettre en fait aux entreprises, de permettre aux directions juridiques et aux directions informatiques de communiquer, d'essaimer et de s'adapter à la menace. Et après, on va s'intéresser à la réponse juridique à apporter. Comment on fait, Stéphanie ? Quelles sont les actions juridiques qu'on peut mener ? Alors, merci Arnaud pour cette question. C'était très intéressant ton point, Romain. Alors, c'est vrai que l'action juridique, c'est pas uniquement un réflexe défensif. C'est vraiment un acte de pilotage à proprement parler. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de documenter l'incident, de réveiller les réflexes et les leviers assurantiels et surtout de fixer la ligne narrative qu'on veut donner
à l'événement. Parce que, heureusement, toutes les tentatives de deepfake avec tentative d'escroquerie n'aboutissent pas. Ça, il faut quand même le préciser, parce que, heureusement, la vigilance humaine est là pour justement veiller au grain. Donc, je pense que le premier réflexe, c'est vraiment porter plainte. Pourquoi ? Parce que ça permet d'ancrer ça et de faire débuter l'action judiciaire. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est l'entreprise qui est dirigée par l'un des dirigeants qui doit porter plainte, ou est-ce que c'est le dirigeant victime de deepfake ? Et alors là, il y a un peu des questions d'opportunité. Il faut en discuter avec vos dirigeants, parce que si c'est le dirigeant personne physique, c'est bien, mais il faut avoir conscience juste des impacts que ça peut avoir, parce qu'il peut être convoqué derrière pour des auditions, et c'est pas forcément dans son intérêt de se déplacer et de consacrer une demi-journée à une audition. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais mentionner. Après, il y a la question de où on porte plainte. Et alors, effectivement, dès lors qu'il y a un numéro français et que la victime est en France, les juridictions françaises sont compétentes. Après, ce que je voulais préciser sur la plainte, c'est que l'enjeu, c'est pas forcément qu'elle aboutisse. On aimerait bien, mais c'est pas forcément ce qui arrive en pratique. Et elle aboutit pas forcément à une condamnation ou à une restitution des sommes qui ont été abusivement versées. Mais ce qu'elle permet, la plainte, c'est elle va déclanger l'assurance cyber. D'accord. Parce que ça, c'est souvent prévu dans les polices d'assurance. C'est pour qu'elle joue, il faut qu'il y ait cette bien première penser action. à déposer plainte. Exactement, ça c'est vraiment la première étape qui est très importante. Après, il faut qu'on ait une chronologie claire des faits. Alors, quand on s'est fait avoir, on n'a pas eu les réflexes En tout cas, essayer de reconstituer l'historique. Tout à fait, c'est ça. Et donc, il faut démontrer le sérieux, la due diligence. S'il y a eu une attaque dans une filiale, il peut peut-être y avoir 2 plaintes coordonnées, et donc il faut justement se parler. Voilà. Et c'est quoi les qualifications pénales dans ce type de cas qu'on peut envisager ? Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais en droit français, donc on a un panel assez large. Donc évidemment, il y a l'escroquerie ou tentative d'escroquerie si ça n'a pas abouti. L'usurpation d'identité si le hacker s'est fait passer pour quelqu'un, notamment un dirigeant. Et il y en a une nouvelle avec la loi SREN, c'est le contenu généré par IA à finalité frauduleuse, ni plus ni moins qu'un deepfake. Donc avec une intention de nuire ou de manipuler. Voilà. Pour terminer, c'est quoi les enseignements qu'on peut tirer pour une entreprise ? Vraiment, encore une fois, c'est évitons la faille organisationnelle. On n'attend pas de vous l'invulnérabilité en tant que dirigeant, mais c'est vraiment contribuer à tracer les alertes, les mécanismes décisionnels en interne, veiller à avoir une riposte adaptée et graduée qui puisse être justifiée justement en cas de contrôle des autorités. Et vraiment, on le redit une dernière fois, mais ayez une gouvernance suffisamment robuste pour encaisser le choc en cas de cyberattaque. Une gouvernance robuste, ça veut dire quoi concrètement ? Faire en sorte que les différents pôles, que ça soit la direction juridique, la DAF, tout le monde se parle avec la DSI, la direction communication et la direction, bien entendu. L'objectif, c'est de transformer ce qui pourrait être une attaque en levier de formation, d'opportunités pour l'entreprise, pour grandir et qu'elle soit encore plus forte et plus résiliente pour l'avenir. D'accord. Bon, on voit qu'il y a plein de choses à faire, et ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'il y a une réponse, que ce soit au sein de l'organisation elle-même, par une bonne gouvernance, et aussi une réponse juridique, évidemment. Merci à tous les deux, Romain, Stéphanie, d'avoir participé à ce grand débat. C'est la fin de cette émission. Merci à Stéphanie, Charles et Paul en régie. Merci à vous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.